Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Télé Djibouti, il est 22 heures, l'heure de votre seconde édition avec ses principaux faits. Abdelkader Kamel Mohamed a été reconduit au poste de Premier ministre de la République Djibouti par décret présidentiel signé le 14 mai 2026. Djibouti accueille un atelier régional consacré aux politiques culturelles et à la gouvernance du patrimoine organisé en partenariat avec l'ALESCO. Et en nouvelle demain, Donald Trump et Xi Jinping se rencontrent à Pékin pour réaffirmer l'importance du dialogue et de la coopération entre les deux puissances sur les questions économiques et géopolitiques. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Nous entamons donc ce journal avec cette reconduction. Le président de la République a rendu donc public un décret de nomination actant la reconduction de M. Abdelkader Kamel Mohamed dans ses fonctions de Premier ministre de la République Djibouti. Cette décision intervient au lendemain de sa démission et a été focalisée par le décret 2026-91 prix, signé le 14 mai 2026 par le président de la République, chef de gouvernement, son Excellence Ismaël Marguerite, conformément à la Constitution du 15 septembre 1992, telle que révisée. Le décret immédiatement exécutoire sera publié au journal officiel de la République de Djibouti. Et dans un autre registre lié cette fois aux enjeux climatiques et énergétiques, le ministère de l'Énergie chargé de ressources naturelles sous la tutelle d'Eunice Aligedi en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD et le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique a officiellement lancé les travaux du plan d'action nationale de refroidissement durable. Cette initiative marque une étape majeure dans la réponse de Djibouti aux défis climatiques, énergétiques et sanitaires du XXIe siècle. Elle vise à structurer, moderniser et rendre durable l'ensemble des systèmes de refroidissement du pays, notamment la climatisation des bâtiments, la chaîne de froid alimentaire, la conservation des vaccins et des médicaments, ainsi que des infrastructures hospitalières et de l'urbanisme. Dans un contexte de forte chaleur et de demande croissante en climatisation, le NCAP permettra à la fois de protéger les populations et de réduire les pressions de réseau électrique national. Ce plan encourage ainsi des solutions innovantes et sobres en énergie telles que l'architecture bioclimatique, l'isolation thermique des bâtiments, l'utilisation d'équipements performants ainsi que l'intégration des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Ainsi, sa mise en œuvre devra générer plusieurs retombées positives, reconduction des coûts énergétiques et du risque de surcharge du réseau, renforcement ainsi de la sécurité sanitaire grâce à une meilleure conservation des produits médicaux, développement d'un chaîne de froid moderne au service de l'agriculture, de la pêche et du commerce, ainsi que l'amélioration des conditions face aux vagues de chaleur, ainsi que la création d'emplois dans le secteur de l'efficacité énergétique et des énergies propres. Et face à cette intensification des besoins énergétiques liés à la chaleur, le ministre de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, a procédé donc au lancement du plan d'action national. On l'écoute. Distingués invités, c'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour le lancement d'un projet qui touche au cœur même de notre stratégie de développement, la gestion intelligente et durable de notre énergie. À l'honneur aussi de vous accueillir aujourd'hui pour marquer une étape décisive de notre stratégie nationale de maîtrise et de l'efficacité énergétique. Nous lançons officiellement l'élaboration du plan national d'action pour le refroidissement de la République de Djibouti. Ce plan d'action national rejoint la vision 2035 du gouvernement de la République de Djibouti initiée par le chef de l'État Al-Haj Ismaël Marguerite pour un développement durable et une croissance verte. À Djibouti, le thermomètre ne ment pas. Il nous dicte une réalité incontournable. Le froid est un besoin vital, mais aujourd'hui, ce besoin est devenu l'un des plus grands défis de notre système énergétique. Pour le ministère de l'Énergie, le refroidissement n'est pas un luxe, c'est une nécessité infrastructurelle. Et à Djibouti, la climatisation et la réfrigération représentent une part prédominante de la demande d'électricité. En particulier,
pendant de longs mois d'été. Cette demande croissante, alimentée par l'urbanisation rapide et l'essor économique, exerce une pression constante sur nos capacités de production et de distribution. Ce plan d'action national pour la refroidissement que nous initions aujourd'hui, avec le soutien précieux des Cool Coalition et de l'UNEP, et bien sûr de recréer, n'est pas un simple document technique. C'est une feuille de route stratégique pour réduire notre indépendance énergétique en promouvant des équipements à haute efficacité. Ceci nous soulagera, bien entendu, la pression sur notre production électrique nationale. Et dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre Djibouti et la Somalie, le nouvel ambassadeur remet ses lettres de créance. Le nouvel ambassadeur de la République Djibouti auprès de la République fédérale de la Somalie, Ousmane Debed Soubaglé, a présenté ce jeudi 14 mai 2026 la copie de ses lettres de créance au ministre somalien des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Abdsalam Abdi Ali. Au cours de l'entretien, l'ambassadeur a transmis les salutations de son homologue, à son Excellence Abdelkader Hussein Omar, et a remercié les autorités somaliennes pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son arrivée à Mogadiscio. Les échanges ont ensuite porté sur les moyens de renforcer et de consolider les relations bilatérales et fraternelles entre Djibouti et la Somalie. De son côté, le chef de la diplomatie somalienne s'est félicité de l'excellente relation entre les deux États et a exprimé la reconnaissance pour le rôle diplomatique et sécuritaire constructif de Djibouti, ainsi que les efforts continus en faveur de la stabilité et la sécurité dans la région. Djibouti accueille donc une réunion régionale sur la pêche durable en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Dans le cadre du renforcement des coopérations régionales pour la préservation de ressources marines, Djibouti a abrité ce matin une réunion préparatoire dédiée à la deuxième phase du projet régional de développement durable de la pêche en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la rencontre qui s'est tenue à l'hôtel Best Western 1er et a réuni des représentants des pays membres du PERSGA, notamment le Yémen, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, ainsi que les experts de l'organisation régionale, le PERSGA, et des représentants de la Banque mondiale. Les acteurs nationaux dans la gestion durable des ressources marines à Djibouti ont également pris part à ces travaux. Réunion d'ouverture qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dina Abdallah, en présence des partenaires techniques et financiers dans la Banque mondiale et le PERSGA. Échanges qui ont porté sur l'évaluation des résultats de première phase du projet SFISH, des mécanismes de financement ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles ainsi que la gestion durable des pêcheries et l'amélioration des conditions de vie des communautés côtières. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dina Abdallah. La mer Rouge et le golfe d'Aden constituent des écosystèmes d'une richesse exceptionnelle, abritant une biodiversité unique et offrant des moyens de subsistance à des millions de nos concitoyens. Cependant, ces ressources sont aujourd'hui soumises à de fortes pressions, notamment la surexploitation, le changement climatique, la pollution et les pratiques de pêche non durables. Face à ces défis, il est impératif de renforcer notre coopération régionale et d'adopter des approches intégrées et concertées. La première phase du projet FISH a permis de poser des bases solides en matière de gouvernance, de collecte de données et de renforcement des capacités. Il a aussi permis de réaliser des évaluations approfondies de l'état des pêches et des capacités de gestion et mettre à jour ou élaborer des plans d'action régionaux et nationaux harmonisés, notamment lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, protéger les zones de frais et réduire les prises accessoires, restaurer et améliorer la productivité des habitats essentiels tels que les mangroves, les récifs coralliens et les herbiers, renforcer les mesures de conservation des espèces vulnérables, notamment les requins, les tortues marines, les oiseaux de mer et les mammifères marins, moderniser les systèmes de suivi des déversements d'hydrocarbures afin de mieux prévenir, répondre et atténuer les impacts de la pollution pétrolière sur les pêches et leur habitat essentiel.
Et dans l'optique d'une promotion de l'inclusion sociale, l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, Cissa Ramous, en partenariat avec Sovereign Carbon Agency, a inauguré un nouvel atelier de couture dédié à l'autonomisation des femmes en situation de handicap, en particulier les mères de famille. Installé au sein du siège de la NPH, ce projet s'inscrit dans une démarche à la fois sociale et environnementale. L'atelier a été aménagé dans un conteneur recyclé, transformé en espace de travail moderne, fonctionnel et adapté aux besoins des bénéficiaires. Il est équipé de machines à coudre de dernière génération, un système de climatisation, des éclairages appropriés, ainsi que des installations électriques performantes. La cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée en présence du directeur général de l'NPH, de Ali Saïd Mohamed, ainsi que la chargée de projet de Sovereign Carbon Agency, Mme Koran Ali Djama, les intervenants ont souligné l'importance de promouvoir les initiatives inclusives capables de créer des opportunités économiques pour les personnes vulnérables. Selon les responsables du projet, cette initiative vise à offrir aux femmes en situation de handicap une formation pratique en couture afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur optimisation financière. Les bénéficiaires y apprennent différentes techniques de confection, notamment la réalisation de sacs ou d'autres articles textiles. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la coordinatrice de Sovereign Carbon Agency. Je tenais à remercier aussi le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour sa vision, car cela fait désormais 2 ans que nous avons entamé une collaboration avec la NPH et le réseau national d'Avenue 13, autour d'un projet simple dans son principe, mais ambitieux dans son impact. La confection de sacs cabas recyclés destinés à la population djiboutienne afin de limiter la consommation de sachets plastiques qui polluent notre environnement. Cette initiative a grandi au-delà de nos attentes. Nous sommes passés donc de 100 sacs produits par mois à plus de 600 sacs aujourd'hui. Cette progression nous permet désormais de franchir une nouvelle étape avec l'ouverture de cet atelier qui offrira à une dizaine de nouvelles femmes d'accéder à un emploi et à une source de revenus durable. C'est précisément ce que l'on souhaite souligner aujourd'hui. Lorsqu'on parvient à unir les capacités humaines et les savoir-faire, ici de l'ANPH, en matière de formation et d'accompagnement, avec des opportunités d'avenir que représentent les emplois verts et les besoins croissants de notre pays de se tourner vers des solutions durables. Nous construisons donc un partenariat solide et je tiens à féliciter toute l'équipe de l'ANPH et son directeur général pour leur professionnalisme, car ces projets ont des impacts réels sur la vie de ces femmes, sur leur autonomie, leur dignité et leurs perspectives d'avenir, mais également sur la préservation de notre environnement. Et c'était dans les titres, Djibouti accueille un atelier régional sur la politique culturelle et la gouvernance du patrimoine. Dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle régionale, Djibouti a abrité un atelier consacré aux politiques culturelles et à la gouvernance du patrimoine organisé en partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences. Prévu du 13 au 16 mai 2026, ce rendez-vous d'envergure réunit plusieurs pays dont le Comore, le Soudan, la Somalie, le Yémen, autour d'un objectif commun, renforcer les mécanismes de protection, de préservation, de valorisation du patrimoine culturel dans les pays arabes de la Corne de l'Afrique. Placée sous le thème la gouvernance du patrimoine et des politiques culturelles, cette rencontre vise à favoriser les échanges d'expériences et à renforcer les capacités institutionnelles des États participants. Les discussions qui ont porté notamment sur les sauvegardes du patrimoine matériel et immatériel, ainsi que la promotion de la diversité culturelle, également les stratégies visant à améliorer l'accès à la population des différentes cultures. La politique culturelle englobe l'ensemble des actions publiques, cadres juridiques, dispositifs institutionnels et moyens financiers mobilisés pour les États pour soutenir les créations artistiques, préserver le patrimoine et garantir l'accès à la culture pour tous. Voici à présent les propos du directeur général de l'ANPC. C'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des 2 ateliers régionaux consacrés respectivement à la gouvernance de la culture et au patrimoine culturel organisés à Djibouti du 13 au 16 mai 2026. Permettez-moi, au nom de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants, des experts,
délégations venues des pays frères de la région arabe, notamment le Comores. Mesdames, Messieurs, la culture et le patrimoine ne constituent pas uniquement des éléments de mémoire ou d'identité. Ils représentent aujourd'hui les leviers essentiels de cohésion sociale, de développement humain et de dialogue entre les peuples et de croissance économique durable. Pour faire court un peu, à travers ces deux ateliers, les participants ici présents auront l'opportunité d'échanger autour de plusieurs thématiques essentielles, portant notamment sur les politiques culturelles, la gestion des patrimoines, le financement de la culture, l'entrepreneuriat créatif, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, les mécanismes d'inventaire, la valorisation des éléments culturels, ainsi que les enjeux liés à la numérisation et à l'intelligence artificielle. Pour la République de Djibouti, ces ateliers s'inscrivent pleinement dans la vision des plus hautes autorités de l'État visant à promouvoir la culture comme facteur de développement, de stabilité et d'ouverture. Et dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes, plusieurs bénéficiaires ont été formés. À Arta, cette fois-ci, l'agence djiboutienne Développement Social, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a poursuivi la remise de certificats aux jeunes bénéficiaires de son programme de formation professionnelle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de protection sociale d'urgence et de réponse aux crises alimentaires financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Au total, plus de 75 jeunes de la région d'Arta, dont 29 issus du chef-lieu, ont reçu leur certificat après avoir achevé des formations techniques destinées à renforcer leurs compétences et leur employabilité sur le marché du travail. Cette cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités régionales, du MEMFOB également et de l'ADS, ainsi que les parents venus partager ce moment de consécration. Les responsables présents saluent l'engagement des bénéficiaires, saluant ainsi l'importance de la formation professionnelle comme levier essentiel pour l'insertion des jeunes et le développement du capital humain. Cette cérémonie qui s'est achevée par la remise officielle de certificats dans une ambiance assez conviviale, marquant la réussite de cette nouvelle promotion de jeunes formés. À travers cette action, la DDS réaffirme son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes et du développement des compétences à l'échelle nationale et régionale. Moi, de participer à cette cérémonie de remise des certificats au profit de jeunes qui ont suivi des formations en cuisine et en permis de conduire. Il est vrai que derrière chaque formation reçue, il y a des compétences acquises. Et derrière chaque certificat remis à un jeune qui a suivi une formation, il y a un espoir d'embauche. Et derrière chaque embauche, il y a une autonomie financière. J'espère que les certificats qui vous seront remis tout à l'heure vont vous ouvrir les portes de l'embauche et du travail qui va vous permettre d'être autonome financièrement. Cette formation a été conduite conjointement par la Direction générale de la formation professionnelle avec la DDS. À ce titre, je voudrais vraiment adresser mes sincères félicitations et remerciements aux enseignants qui ont conduit cette formation à terme, mais également à toutes les parties prenantes qui ont rendu possible à cette formation. Et à travers ces actions, je le disais, la DDS réaffirme son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes et leur développement. Écoutons le directeur de la DDS. La région d'Arta clôture ainsi avec éclat la tournée des 5 régions de l'intérieur en remettant aujourd'hui leur certificat à 29 jeunes lauréats repartis sur 3 filières de formation. La filière cuisine, avec 12 lauréats, constitue la plus grande cohorte d'Artaville, reflétant l'intérêt croissant des jeunes pour les métiers de la restauration. La plongée sous-marine, avec 10 certifiés, illustre le potentiel unique de la région côtière d'Arta dans le développement d'un tourisme durable et différencié. Chers jeunes lauréats, ce certificat que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin en soi, il est le point de départ d'une nouvelle étape dans votre vie. Il représente la reconnaissance officielle de vos compétences, de votre travail et de votre détermination.
Et voici à présent les recommandations et les remerciements du préfet de la région d'Arta. On l'écoute. Pour célébrer la remise des certificats dans le cadre du projet de protection sociale d'urgence et de réponse aux crises alimentaires. Comme je l'ai déjà souligné auparavant à Demerjog, cette cérémonie marque l'aboutissement d'un processus mené durant une année entière. Au cours de cette période, et grâce aux efforts conjoints de toutes les parties prenantes, plusieurs jeunes ont pu bénéficier de formations professionnelles enrichissantes dans le domaine de l'électricité, de l'informatique, de la cuisine, plongée sous-marine et j'en passe. Ce résultat témoigne non seulement de l'engagement des bénéficiaires, mais également de notre volonté commune de promouvoir l'insertion professionnelle, l'autonomisation des jeunes et le renforcement des capacités de notre communauté. Mes remerciements vont au ministère de l'Éducation, chargé de la formation professionnelle, et à la DDS, initiateur de ce projet. D'Artaville, nous nous dirigeons vers la ville de l'Unité avec cette cérémonie d'adieu à la chef de mission de l'OIM. Un moment d'emprunt d'émotion et de reconnaissance, les autorités de la région de Djikil ont rendu hommage à la chef de mission de l'OIM, Madame Tandja Pacifico, à l'occasion de son fin de mandat. Dès son arrivée au conseil régional, elle a été chaleureusement accueillie par le préfet de la région, Hassan Abdi Roblé, le président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, ainsi qu'une cérémonie qui a réuni les autorités locales, le personnel de l'OIM à Djikil, ainsi que plusieurs invités venus exprimer leur gratitude pour l'engagement et les efforts déployés en faveur de la communauté. Au cours de la rencontre, les cadeaux d'adieu ont été remis par les autorités aux membres de l'OIM en signe de reconnaissance pour une collaboration jugée exemplaire et un engagement constant au service du développement local. Des moments symboliques ont marqué l'événement, notamment l'allumage de bougies d'adieu et le découpe d'un gâteau dans une ambiance conviviale et fraternelle encore. Cette cérémonie a été clôturée par un petit déjeuner offert par le président du conseil régional au l'honneur de la délégation ainsi que ses invités. Les autorités locales saluent d'ailleurs la qualité de la coopération entre l'OIM et la région de Djikil tout en adressant leurs vœux de succès à Madame Tandja Pacifico dans la poursuite de ses futures fonctions. Après 3 ans et demi à Djibouti, c'est une des premières villes que j'ai visitées à Djibouti en 2023 à mon arrivée. Et donc, ça m'a fait du bien de clôturer aussi le cycle de mon temps que je passais ici avec des personnes avec qui j'ai travaillé très bien et de voir tous les objectifs qu'on a pu atteindre ensemble et surtout le travail magnifique que la AVD est en train de faire ici en collaboration avec la préfecture et le conseil régional. Toutes nos félicitations pour ce beau travail et j'espère que ça pourra inspirer les autres régions aussi. Lancement de la caravane multidisciplinaire à Obok cette fois dans le cadre du renforcement de l'accès aux soins pour les populations vulnérables. Le comité Afrique de secours à Djibouti, représentant de l'association Al-Rahma internationale, en collaboration avec le ministère de la Santé, a lancé dans la région d'Obok des caravanes médicales multidisciplinaires placées sous le thème médicaments et guérison. Ces caravanes couvrent plusieurs spécialités essentiellement, notamment la médecine interne, la cardiologie, la pédiatrie, la gynécologie obstétrique, l'ophtalmologie, la chirurgie orthopédique. Une forte affluence de patients ont été enregistrés au centre médical hospitalier de Hayou, où consultations, examens, soins et médicaments ont été fournis gratuitement. En visite sur le terrain, le préfet adjoint de la région d'Obok a salué les efforts humanitaires du comité Afrique de secours, soulignant son rôle dans l'amélioration de l'accès aux soins et l'allègement des souffrances de la population de Hayou. Ainsi, selon les organisateurs, 420 patients ont bénéficié de ces services médicaux, parmi eux 110 cas d'orthopédie, 92 en cardiologie et médecine interne, ainsi que 82 patients en pédiatrie, 81 en ophtalmologie et 55 en gynécologie obstétrique. 15 cas nécessitant un suivi spécialisé ont été identifiés, ainsi que 13 opérations de la cataracte réalisées et un enfant référé à une intervention chirurgicale. Donc, nous remercions profondément l'effort de cette équipe d'Al-Rahma afin de rapprocher les soins spécialisés à nos patients. Merci infiniment.
Et de son côté, le préfet adjoint de la région de Bok, Mohamed Awad, a affirmé l'importance de cette caravane médicale, affirmant, saluant les efforts humanitaires déployés par l'ONG Rahma dans le domaine sanitaire. On l'écoute. C'est pour moi un honneur et une fierté d'accueillir la caravane médicale. Un rendez-vous, donc c'est biennal bien sûr, donc un rendez-vous donc incontournable pour la population de la région de Bok, surtout pour les populations donc éloignées des centres de santé, afin de bénéficier des soins de qualité et gratuitement bien sûr. Comme vous le savez, cette caravane est organisée par le complexe Al-Rahma en partenariat avec le ministère de la Santé et en coordination donc avec le CMH de Bok. Je profite de cette occasion pour remercier le complexe Al-Rahma, le ministère de la Santé ainsi que le médecin-chef de CMH de Bok pour l'organisation de cet événement tant important pour notre population. De la ville de Bok, nous partons pour Tajoura, où dans la lutte contre la contrebande sur l'ensemble du territoire national, les forces de sécurité ont mené une importante opération conjointe dans la région de Tajoura. Et en effet, dans le cadre d'une semaine d'opérations intensives contre la contrebande, la division des douanes de la région de Tajoura, en étroite collaboration avec l'armée nationale djiboutienne et la police nationale, a procédé à la saisie de 31 510 kg de khat de contrebande dans la sous-préfecture de Dora. À l'issue de cette opération, les services compétents ont immédiatement procédé à la destruction de la marchandise saisie conformément aux procédures en vigueur. Les moyens de transport utilisés pour l'acheminement des produits illicites ont également été confisqués par les autorités. Surpris par la rapidité de l'intervention, les forces engagées ainsi que les contrebandiers ont pris la fuite et font actuellement l'objet de recherches actives. Cette opération témoigne ainsi de l'engagement constant des autorités nationales dans la lutte contre les réseaux de contrebande et de toute activité illicite portant atteinte à l'économie nationale ainsi qu'à la sécurité publique. Et de là, nous partons donc dans l'actualité sur de nos frontières où Macron réaffirme son soutien à l'Union africaine. En visite à Addis Abeba, le président français Macron a participé à une réunion trilatérale au siège de l'Union africaine, aux côtés du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il réaffirme ainsi le soutien de la France aux efforts de l'Union africaine en matière de stabilité, de sécurité et de développement, ainsi les échanges ont porté sur le renforcement des coopérations internationales et à la prévention des conflits, ainsi qu'à la gestion des crises humanitaires en Afrique. Les participants ont également souligné la nécessité de renforcer la capacité des institutions africaines et de consolider une coopération Union africaine et l'ONU face aux défis régionaux. Au Beyrouth, 8 morts dans une frappe dans le sud de Beyrouth. 8 personnes ont trouvé la mort à des frappes attribuées à Israël. Le ministre de la Santé publique libanais a annoncé la mort de 8 personnes, dont une femme et ses 2 enfants, à la suite d'une frappe de drone attribuée à Israël, ayant visé 3 véhicules sur la route principale au sud de la capitale libanaise Beyrouth. Selon le ministère, l'attaque s'est produite alors que les véhicules circulaient sur l'axe routier. Leur destruction totale et leur incendie, avec un bilan provisoire faisant également état de plusieurs blessés et des dégâts matériels importants sur le site. Les équipes de la défense civile et des secours se sont rapidement rendues sur place pour éteindre les incendies, évacuer les victimes vers les hôpitaux voisins et sécuriser la zone, tandis que les forces de sécurité ont bouclé le secteur et ouvert une enquête préliminaire. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué pour le moment sur l'identité des victimes et aucune réaction officielle immédiate n'a été enregistrée du côté israélien concernant cette attaque, alors que les évaluations des dégâts se poursuivent sur le terrain. La Chine et les États-Unis se préconisent le dialogue au contraire des conflits. Écoutons Tariq Annan. Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping
ont souligné jeudi à Pékin l'importance du dialogue et de la coopération entre les deux pays, lors des discussions portant notamment sur le commerce, l'Iran et le Taïwan. Donald Trump a déclaré que les relations entre les États-Unis et la Chine seraient meilleures que jamais, affirmant être honoré de son amitié avec le président chinois et estimant que les deux pays auraient un avenir formidable. De son côté, Xi Jinping a insisté sur la nécessité pour Pékin et Washington d'être des partenaires et non des adversaires, soulignant que la coopération profite aux deux parties, tandis que la confrontation leur nuit mutuellement. Le président chinois a également affirmé que le dialogue restait la meilleure option pour résoudre les différends entre les deux pays, ajoutant qu'une relation stable entre Pékin et Washington bénéficie au monde entier. Et ce sera tout, donc merci à toutes et à tous de nous suivre depuis Télé Djibouti. C'était le journal de l'information avec ma belle équipe de la régie qui m'accompagne tous les jours.